Bonjour, alors je suis très heureux de commencer cette vidéo aujourd'hui à l'invitation donc de la bibliothèque universitaire de la Sorbonne. Je crois que je suis le deuxième à participer à ce cycle depuis le début du confinement. Linda Lay, la semaine, il y a quelques jours, quelques semaines, a proposé un premier enregistrement et aujourd'hui de manière un petit peu différente puisque Linda Lay lisait un texte qu'elle a écrit à l'invitation de la bibliothèque. Moi ce n'est pas un texte écrit mais je vais disons improviser à partir de notes de travail sur un aspect un petit peu que j'espère un petit peu surprenant puisque j'ai voulu me tourner vers un fond qui n'est sans doute pas le plus connu, qui n'est sans doute pas celui qu'on attend le plus à cet endroit-là, donc à la bibliothèque universitaire de la Sorbonne. Mais voilà, c'est un fond de tracts politiques, rendant compte de la vie sociale et politique de ces dernières années, qui est un fonds de tracts collectés à l'intérieur même de l'enceinte de la Sorbonne. C'est sa spécificité, ou en tout cas, disons, c'est ce qui le rend possible à cet endroit-là. Ça m'intéressait de me tourner vers ce fond, puisque se tourner vers les livres, c'est à la fois une évidence, et puis en même temps, c'est peut-être très attendu. Et ça m'a semblé intéressant de m'interroger, en fait, dès que j'ai su que ce fond existait, ou qu'il était en train d'être constitué, ça m'a semblé intéressant, voilà, d'essayer de travailler sur ce que ça peut bien vouloir dire. Et je commence donc en disant que justement c'est tout sauf une évidence. En fait, on sait que les questions muséales, les questions d'archives, ne sont pas des questions si anodines et si objectives que ça. On sait que ce que l'on montre dans un musée, ce que l'on décide d'archiver, renvoie, qu'on en ait conscience ou pas, renvoie évidemment à des questions d'idéologie, à des questions de mode, et ça permet de circonscrire un petit peu le regard d'une époque, la pensée d'une époque. Qu'est-ce que l'on estime digne d'être conservé à un moment, qu'est-ce que l'on estime au contraire pouvoir ne pas être retenu, pouvoir disparaître dans les poubelles de l'histoire sans que ça ait été un moment consigné. Et ces questions-là, puisque justement il y a cette espèce de soubassement idéologique, me semblent vraiment tout à fait passionnantes, et donc c'est un petit peu de ça que j'aimerais détailler aujourd'hui, sans oublier évidemment l'aspect poétique de la chose, qui n'est pas évident lui non plus, puisque encore une fois il s'agit de tracts politiques. Par exemple, ceux que j'ai pu compulser, les dossiers que j'ai pu compulser, on y voit des traces de tracts sur la question de la réforme des retraites, sur la question de l'accueil des réfugiés, sur des questions liées au féminicide, et ce sont des tracts édités par des syndicats la plupart du temps, et donc la question de la poétique de ces tracts est tout sauf évidente, mais comme je suis écrivain, comme je suis romancier, c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, cette question-là qui m'intéresse. Étant entendu que la question de la poétique n'est évidemment pas dissociable, à mon sens, des questions idéologiques. Alors voilà pour la présentation de ce petit temps de vidéo ensemble. Alors à partir de cette question, qu'est-ce qui fait histoire? Qu'est-ce qui fait patrimoine? Qu'est-ce que l'on décide, qu'est-ce qu'une époque décide de conserver d'elle-même?
Évidemment, cette question, elle est quand même, ça n'est pas une décision de la société, aussi, ça dépend aussi des décisions de certaines personnes. Et je crois avoir compris que cette collection de tracts, le fait de décider de les conserver, est justement le fait d'une personne qui était archiviste, qui était à l'intérieur de la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, qui est évidemment une bibliothèque qui, comme toutes les bibliothèques, mais avec des moyens exceptionnels, puisque c'est une des bibliothèques universitaires les plus importantes du monde, a une politique d'achat et qui, je crois, ça représente vraiment, je crois, beaucoup. J'avais noté ça dans un entretien. 15 000 ouvrages par an qui sont achetés, donc c'est évidemment colossal. Mais voilà, il y a comme ça un conservateur qui un jour a décidé de commencer à garder des traces de cette activité politique, des traces de l'époque à l'intérieur même de la Sorbonne. Et je trouve ce geste absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est tout d'un coup une décision individuelle qui force, alors sur du long temps, parce que je crois que cette collection de tracts a commencé il y a une dizaine d'années, je crois, et c'est seulement maintenant que c'est en train de devenir apparemment une section spéciale du catalogue de la bibliothèque. Donc il aura fallu un certain temps avant que l'institution ne valide de manière institutionnelle ce geste qui était un geste au départ individuel. Un peu comme dans la justice, en fait, quand dans un procès, il y a la conclusion du juge qui font jurisprudence et qui amène à une évolution de la loi. Donc là, tout d'un coup, sous la pression de cette collection, c'est un petit peu, voilà, l'architecture du catalogue qui s'augmente d'une branche supplémentaire, d'une partie supplémentaire. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai cru comprendre aussi, mais je ne suis plus très sûr de ce que l'on m'a dit, donc je m'excuse si c'est une erreur. J'ai cru comprendre aussi que c'est à la faveur d'un des anniversaires de mai 68, évidemment mai 68 qui est tellement lié dans la mémoire collective, d'abord à la fac de Nanterre, mais ensuite très vite ça s'est relocalisé plein centre avec la bibliothèque, avec la Sorbonne. J'ai cru comprendre que c'est à la faveur d'un des anniversaires de mai 68 que, parce que la Sorbonne s'est retrouvée à devoir, je crois, acheter certaines affiches, certains tracts datant de cette époque-là, et évidemment les acheter sans doute assez cher, puisqu'entre-temps mai 68 est devenu, voilà, un moment un peu mythique, à tort ou à raison, en tout cas un moment considérable de l'histoire récente, qu'il y a eu ce travail-là qui s'est fait parmi les conservateurs, parmi les archivistes, pour dire que, en fait, plutôt que de se retrouver dans 15 ans, 20 ans à devoir racheter ces tracts ou ces affiches, autant les collecter dans le présent même de leur distribution. Et j'ai trouvé justement j'ai trouvé ça assez touchant de voir que sur la plupart de ces tracts, on retrouvait au crayon indiqué le lieu où ces tracts ont été récupérés. Donc dans les mains d'étudiants ou de militants qui les distribuaient. Et donc devant tel amphi ou devant telle porte, devant la cafétéria, devant l'entrée de la bibliothèque, etc. Et ces annotations au crayon, parfois même on trouvait indiqué le nom du salarié de la bibliothèque qui les avait collectés. Et ça dessinait donc la géographie complète des bâtiments de l'université, des bâtiments historiques de la Sorbonne.
Un petit peu comme on pourrait dire que chez un grainetier, on a des graines qui viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, et on voit justement tout un planisphère apparaître. Alors là, c'était un planisphère en petit, donc qui concerne, je me répète, uniquement la géographie des bâtiments historiques de la Sorbonne, mais il n'empêche, tout d'un coup, on a le sentiment de voir un monde un petit peu se déployer à travers ces petites annotations au crayon. Et je trouve cela intéressant. Pourquoi ? Souvent, ces grands bâtiments célèbres ou ces grandes administrations peuvent donner l'impression d'être des bunkers qui se protégeraient de l'époque. Cette impression, elle est redoublée évidemment par le fait que de nos jours, en application des lois antiterroristes, il n'est plus possible de rentrer dans la Sorbonne, par exemple, comme on voudrait. J'ai été étudiant à la Sorbonne il y a 20 ans et on y entrait comme on voulait. Il y avait déjà des vigiles, il y avait déjà un service d'accueil, de renseignement, etc. Mais on n'avait pas systématiquement à montrer nos cartes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois justement en venant visiter la bibliothèque universitaire. Voilà. Donc, cette impression de bunker, elle est quand même assez nette. Elle se renforce encore aujourd'hui, évidemment, avec le confinement. Mais elle est assez nette. Et donc, elle pourrait donner l'impression que ces bâtiments, cette institution vénérable qu'est la Sorbonne, qui est connue dans le monde entier, est hermétiquement fermée à ce qui pourrait venir du dehors. Et en fait, en voyant ces tracts, en relevant voilà, les lieux d'annotation, les personnes qui les ont collectés, on a le sentiment quand même qu'un petit peu comme de l'eau que l'on ne peut pas arrêter, et ben c'est toute l'époque qui quand même continue de réussir à pénétrer les bâtiments. Et cette vision-là d'une époque à qui rien ne peut résister, y compris donc des institutions comme ça qui se donnent des allures de bunker. C'est une image moi qui me plaît énormément. On ne peut pas se défendre de l'époque. On ne peut pas rester sourd aux événements du temps. On a beau être tourné vers les humanités, on a beau être tourné vers un savoir un peu inébranlable, un savoir dans lequel on a une grande confiance. L'époque finit toujours, sous la forme de tracts là en l'occurrence, l'époque finit toujours par venir se faire entendre jusque-là et par mettre en question ce savoir-là, ces humanités. Ici, j'ouvre une petite parenthèse qui a à voir avec la justification de ce fond de tract politique. Sa justification, en fait, et je trouve ça très intéressant, sa justification n'est pas justement de consigner l'histoire sociale ou politique de la France, ni même de Paris. En fait, sa justification institutionnelle, c'est l'histoire de la Sorbonne elle-même, c'est-à-dire de conserver des traces de l'histoire de la Sorbonne elle-même et de la façon qu'aura eu la Sorbonne justement de faire résonner cette histoire, cette actualité politique et sociale. Alors avec une petite une notation qui est comme ça très intéressante, c'est qu'au XIIIe siècle, une des premières archives concernant justement la Sorbonne relate une grève décidée par les étudiants de l'époque. Et donc c'est assez amusant de voir qu'au tout début de l'histoire de la Sorbonne, il y a d'emblée comme ça la présence de ces enjeux politiques ou sociaux. Mais je trouve cette petite précision, c'est pour ça que je fais cette parenthèse, cette petite précision, je la trouve très intéressante au sens où dès qu'une institution se regarde elle-même,
se regarde vivre elle-même, consigne sa propre histoire, plutôt que, disons, par exemple, l'histoire de France. Je sais très bien que ça n'est pas sa mission et qu'il y a d'autres parties de lieux d'archives qui s'en occupent, donc ça, je ne lui adresse pas ce reproche-là. Mais quand même, il y a cette petite conséquence-là, c'est que dès qu'une institution se regarde vivre, peut-être à ce moment-là, n'est-elle plus aussi vivante. En tout cas, ça gèle quelque chose du geste. Et là, je fais un parallèle sans doute un peu hasardeux, mais tout de même, moi qui m'intéresse. Je sais par le texte d'une amie, Emmanuelle Lambert, qui avait publié un livre qui s'appelle Mon grand écrivain, qui est un livre de souvenirs d'un travail qu'elle avait entrepris autour de l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet, qu'Alain Robbe-Grillet conservait absolument tout de ce qu'il concernait, c'est-à-dire des affichettes annonçant une conférence, ses tickets d'avion, ses tickets d'hôtel, évidemment ses manuscrits, sa correspondance, mais voilà, absolument tout, c'est-à-dire des choses qui peuvent sembler dérisoires aussi, mais tout était conservé. Il était en quelque sorte son premier archiviste, et un archiviste, semble-t-il, assez systématique. Ce geste-là, donc encore une fois sans faire la moindre morale, ce geste-là m'intrigue toujours beaucoup. C'est-à-dire comment rester vivant, comment rester, donc ça veut dire au-devant de soi-même, dès lors qu'on a aussi en permanence un œil dans le rétroviseur. Voilà, cette question-là m'intéresse. Et je trouve qu'elle est intéressante à poser quand on regarde la vie, la raison d'être, le fonctionnement d'une institution, en l'occurrence celle d'une bibliothèque universitaire. Voilà, je referme donc cette parenthèse après, dans laquelle j'ai essayé de mettre un peu en regard d'un côté la fureur de l'époque, les colères qui peuvent habiter les étudiants ou en tout cas des gens qui fréquentent les alentours, et de l'autre côté la vie de l'institution qui décide d'être son propre archiviste. D'un côté, voilà, cette fureur, de l'autre côté, l'idée de travailler pour les siècles, qui ne rend pas pour autant l'actualité plus fragile ou plus mesquine ou moins intéressante, hein, mais ce sont deux forces complètement différentes l'une de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux forces-là ne s'ignorent pas. Des gens ont envie de tracter, pensent qu'il est important d'aller tracter à l'intérieur de la Sorbonne, et de l'autre côté, la Sorbonne pense qu'il est important de conserver la trace de cette activité-là. Donc on a deux énergies totalement étrangères l'une à l'autre, mais qui, dans ces lieux-là, dans le lieu de la Sorbonne historique, entrent volontairement en collision. Donc je trouve ça intéressant. Une autre remarque, et là j'entre peut-être dans le dur de mon propos, c'est en découvrant donc ces tracts, ce que j'ai découvert, c'est donc ce que j'ai pu compulser, ça correspondait, je crois, à 3 ou 4 années de tracts. Donc je le disais tout à l'heure rapidement, ce sont des tracts qui s'adressent soit aux étudiants, certains s'adressent aux fonctionnaires travaillant à l'intérieur de la Sorbonne, d'autres enfin s'adressent à tout le monde. J'ai été surpris par une chose, c'est le très grand sérieux de ces tracts et le fait de n'y trouver aucun slogan humoristique. Alors ça peut sembler un petit peu dérisoire de relever ça. En fait, je pense que c'est au contraire très important. Je vais essayer de m'expliquer. Dès lors qu'on fait un tract, la plupart du temps, c'est justement pour y mettre du texte. Donc, pour y développer des arguments. Et donc, immédiatement,
et quand bien même il s'agit d'une feuille A4, immédiatement ça tend vers le livre. C'est-à-dire que c'est le même état d'esprit que celui qui pourrait amener à écrire un essai, à écrire un pamphlet, voire une œuvre littéraire. Il y a immédiatement lié à l'écrit imprimé, à l'imprimé, l'idée d'un sérieux. L'idée qu'on en appelle à la raison, plus qu'à l'émotion. Or, noter cela, dire cela, puisqu'il s'agit de la Sorbonne, c'est tout sauf anodin, et je vais essayer de dire pourquoi. Il se trouve que, au moment de mai 68, une des choses qui reste le plus de l'activité de mai 68, ce sont notamment certains graffitis, certains tags qu'on a pu retrouver sur les murs de la vénérable Sorbonne une fois les événements de mai passés, et qu'il a fallu, ou que le rectorat a décidé, le rectorat, ou j'ai plus le mot pour désigner la direction de la Sorbonne, mais a décidé évidemment de nettoyer, de ne pas les conserver comme trace de ce qui venait de se passer. On sait qu'à Rome, il est possible de trouver dans les murs de certaines villas des traces de signatures par des soldats, des soudards, qui, au moment du sac de Rome, au XVIe siècle, décidaient de laisser une trace de leur passage. Et ces traces ont été conservées, elles auraient pu être cachées, masquées. Bref, après mai 68, on décide de tout nettoyer. Cependant, des relevés avaient été faits, des photos avaient été prises, qui ont assuré un peu la fortune de certaines de ces inscriptions qui sont devenues extrêmement célèbres. Je pense par exemple au Christ premier révolutionnaire qui était dans la cour d'honneur de la Sorbonne, je crois. Et ces relevés qui ont été faits, notamment un par la mère de l'écrivain Yves Pagès, ont ensuite été souvent republiés. Or, à l'image de celui que je viens de dire, le Christ premier révolutionnaire, ces slogans, ces graffitis étaient systématiquement tournés du côté de l'humour, faisaient montre d'un humour incroyable, d'un humour extrêmement acide, d'un humour intelligent, avec un contenu, mais je pense que l'humour est peut-être toujours intelligent, ou alors c'est pas de l'humour. Et donc il y a, dans tous ces tags de mai 68 notamment, une vivacité intellectuelle qui s'exprime que je trouve toujours admirable. Et j'ai trouvé très intéressant le fait de noter que cet humour-là, cette forme-là que peut prendre à certains moments l'intelligence, est absente des tracts que j'ai eus entre les mains. Cette histoire d'humour, je le disais tout à l'heure, m'intéresse beaucoup parce que je suis convaincu que l'humour a aussi son intelligence, que les questions politiques graves, voire même des fois dramatiques, ont quelque chose à gagner à être revues à l'aune de formules humoristiques qui des fois emballe, je crois, emballe l'époque au sens ou le problème au sens d'un paquet cadeau, mais emballe aussi au sens de créer de l'enthousiasme, créer de l'énergie, aide à fédérer les énergies, les colères. Et comme on ne peut pas fédérer qu'autour de colère, je crois qu'il est important d'arriver aussi à fédérer autour de formes de joie, de formes joyeuses, de formes qui créent de la joie. Et dans les graffitis, dans les tags, c'est justement cette partie-là de l'intelligence qui se donne souvent à voir. Il est en fait assez rare, je crois, mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la question, il est assez rare que les tags soient uniquement rageurs. Pourtant, on en a en ce moment un très très bel exemple que je trouve moi très convaincant depuis 3 mois, je crois, 4 mois, non, peut-être 6 mois maintenant, avec ces affiches qui traitent de la question des féminicides.
qui là pour le coup sont un mode d'affichage et un registre d'affichage qui est sans humour, qui est justement uniquement rageur, et je crois que c'est ça notamment qui surprend, en plus de la forme graphique qui a été choisie et qui est elle-même très réussie, je trouve. Mais si j'accepte cet aspect-là, il me semble que dès lors qu'on est sur du mur, on n'est plus du tout dans le même registre, c'est-à-dire que on est plutôt dans le registre du saccage, on est dans le registre de la rue, on est dans le registre de l'interdit, donc il faut aller vite, il faut aller très vite. Il faut aller très vite dans le geste qu'on fait, donc il y a une économie de mots, mais il faut aussi aller très vite dans la lecture ensuite pour la personne qui va recevoir ça. Et cette nécessité de la rapidité de l'émotion, c'est-à-dire si vous passez en voiture, il faut que ce soit lisible très rapidement, même si vous passez à pied ou en vélo, il faut que vous puissiez saisir le message très rapidement. Et bien en fait, la nécessité de cette vitesse, pour moi, oblige presque celui qui fait le graffiti, celui qui fait le tag, à aller du côté de l'humour. Dans mon second roman, je citais cette phrase de Norman Mailer qui m'a beaucoup impressionné. Ce qui m'intéresse dans l'obscénité, c'est la vitesse à laquelle elle véhicule le sens. Ce qui m'intéresse dans l'obscénité, c'est la vitesse à laquelle elle véhicule le sens. Je trouve cette phrase absolument incroyable. Alors, dans les tags et les graffitis, il n'est pas toujours question d'obscénité, mais je crois qu'on peut dire la même chose de l'humour. Ce qui m'intéresse dans l'humour, c'est la vitesse à laquelle il véhicule le sens. Et comme le tag et le graffiti sont des gestes interdits, puisque ça s'en prend au patrimoine, puisque ça s'en prend à la propriété, c'est-à-dire les murs d'une maison, d'un domaine, et bien il y a cet humour qui s'exprime et qui est en fait la plus belle manière pour moi, à mon sens, de communiquer, parce que ça devient tout de suite une manière de communier. Dans l'humour, on cherche le rire de l'autre, on cherche la complicité de l'autre, et non pas uniquement à faire circuler de la colère. Dans l'humour, la colère est transfigurée, elle reste présente, elle n'est pas annulée. L'humour n'annule pas la colère, mais lui donne une forme souveraine. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Et donc, ce qui m'a surpris, intéressé, alors sur cette question-là, pour quelqu'un qui voudrait se convaincre de ça, il y a cet autre livre d'Yves Pagès que je citais déjà tout à l'heure, Tiens, ils ont repeint, aux éditions La Découverte, qui compile depuis mai 68 jusqu'à aujourd'hui justement quantité de graffitis, de tags, et qui montre à quel point justement il y a une poétique à l'œuvre là-dedans. Et là dans les tracts, donc ce que je disais tout à l'heure, donc je relevais cette absence d'humour, non pas pour disqualifier ces tracts-là, mais pour montrer justement à quel point même une simple feuille A4 en fait, a déjà versé dans autre chose. Elle a déjà versé du côté du livre, donc elle a déjà versé du côté de formes validées d'intervention, elle a déjà versé du côté de l'idée d'arguments qui se déploieraient, qu'on prendrait le temps de déplier, d'illustrer, avec des graphiques, avec des chiffres, etc. Et voilà, la simple feuille A4 est déjà du côté du livre. Elle n'est pas un espèce d'espace interstitiel entre le livre et peut-être la rue ou la manifestation. Et donc, à ce titre-là, je crois qu'il n'est pas si surprenant, et il n'est peut-être pas si incongru de trouver dans le catalogue désormais, donc, ou prochainement dans le catalogue de la bibliothèque de la Sorbonne, une section qui recueillerait, archiverait tous ces tracts. Voilà, peut-être ai-je un petit peu fait
fait le tour de ce que je me proposais de dire autour de ces tracts, de cette forme a priori pauvre de l'imprimé, ou de cette forme très à la pérennité très incertaine. On sait que dans d'autres lieux ou dans d'autres époques, appelés par des conditions politiques particulières, par exemple je pense au Samizdat, ces imprimés pauvres pouvaient avoir une puissance politique très très forte, quoique souterraine, quoique invisible. Là, souvent, ces tracts, malheureusement, il est très compliqué de savoir exactement de quelle manière ils sont lus, de quelle manière ils sont utiles, quelle est leur efficacité. Vous savez, des fois, quand il y a des gens qui tractent à l'entrée du métro pour des publics, pour des marques, pour des enseignes, ensuite, dès qu'on est sur le quai du métro, on retrouve toutes ces feuilles, tous ces tracts, tous ces échantillons à la poubelle. J'ose espérer par conviction personnelle que c'est pas le cas de ces tracts, et si jamais c'était le cas, il y aurait quelque chose de triste, mais au moins voilà, au moins des archivistes, des conservateurs les ont pris au sérieux comme étant des témoignages dignes de l'activité culturelle, politique, intellectuelle autour d'une institution comme celle de la Sorbonne. Voilà, merci beaucoup, bon courage à tous ceux qui restent confinés. Au revoir.